Bienvenue dans Comorien Comorienne, le podcast qui questionne l'identité comorienne à travers sa communauté. Ici, on engage des conversations sincères, intimes, profondes, parfois dérangeantes, mais toujours nécessaires. Ensemble, on parle de ce que ça veut dire au fond d'être Comorien Comorienne en diaspora. On explore nos héritages, nos fiertés, nos espoirs et nos blessures. Aujourd'hui, je te propose un épisode autour de l'apprentissage de la langue comorienne. J'ai reçu Nasser, le fondateur d'Orelce, un outil qu'il a créé pour faciliter l'apprentissage du comorien. On a parlé de son rapport à la langue, de ce qui l'a poussé à lancer ce projet et surtout de ce que ça représente pour nous, se réapproprier une langue que l'on n'a pas toujours eu la chance d'apprendre. Un grand merci à Alaoui Abdallah pour la mise à disposition du matériel et à la Chambre économique franco-comorienne pour l'accueil. Que tu parles comorien couramment ou pas, cet épisode est pour toi. Assalamu alaikum Nasser, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par la première question que je vais poser à tout le monde dans le podcast, qui est qui es-tu et quel est ton lien avec les Comores? Ok, alors moi c'est Nasser. Nasser, mon lien avec le Comore, c'est très rapide. Je suis comorien, je suis né là-bas. Et puis, ta question est difficile en fait. Ah, c'est dur de se définir. Hein. Ouais. Je suis comorien parce que j'aime me reconnaître dans les traditions, la culture. Et c'est un peu, on va dire, une recherche d'identité pour ne pas se sentir juste français ou juste... voilà. Toi, tu es de nationalité française et comorienne ou juste comorien? Les deux. Et du coup, tu es juste Nasser. Tu n'as rien d'autre à ajouter? Si. Alors, je suis développeur en informatique, je suis ingénieur en informatique. Puis je suis aussi passionné de la langue. Je t'ai rencontré sur Internet il y a quelques années par rapport à ton projet Orelce. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, Orelce, c'est plus un projet. Maintenant, c'est une entreprise qui travaille sur la langue, que ce soit pour l'enseignement, développer des outils, faire des activités, des ateliers, etc., d'apprentissage. Donc, on fait tout ce qui concerne la langue sur les plans des ressources numériques ou bien, on va dire, physiques en termes d'ouvrages, etc. Comment est né ce projet Orelce? Parce que là, tu viens de nous dire que tu es né aux Comores. Tu m'as dit que tu étais arrivé quand tu avais 3 ans. C'est ça, oui. Comment on arrive à créer une plateforme dédiée pour l'apprentissage de la langue quand on est arrivé des Comores, qu'on a perdu la langue, etc. C'est quoi le cheminement? Comment on arrive à faire ça? Oui, alors, je crois que c'est quand j'étais ado, j'étais un petit crise identitaire, on va dire. Je me recherchais. Parce que souvent, je pense que c'est un peu tout le monde, on se recherche qui on est, d'où on vient, etc. Et puis un jour, j'ai vu ma cousine en train de parler comorien devant moi. Et ça m'avait choqué. Je l'ai regardé comme ça. Je me suis dit, mais depuis quand tu parles comorien, toi? Tu m'as pas dit. Ta cousine qui est née en France et qui a grandi en France, c'est ça? Exactement, c'est ça le truc. C'est que pour moi, c'est ma petite cousine. Bon, elle n'a pas 10 ans d'écart, mais voilà. C'est ma petite cousine de 2 ans d'écart. Oui, 2 ans. Et ça m'avait choqué parce que je sais qu'elle est née ici et qu'elle parlait mes comoriens, mais je suis resté pendant 1 minute à la regarder comme ça. Je fais, ah ouais. Toi, tu sais comment ça se fait que tu as perdu ton comorien? Parce que tu es quand même arrivé à 3 ans, donc tu as commencé à apprendre à parler au comore. Donc ta première langue, c'était le comore. C'est ma langue maternelle. Et d'ailleurs, ma mère me disait, oui, tu parlais quand tu venais, tu parlais comorien, etc. Et tout. Alors que moi, je l'ai perdu, je pense, c'est peut-être en faisant l'effort de vouloir parler français. Peut-être c'était mon environnement aussi qui faisait que voilà, mes parents, ils ont voulu me faciliter avec le français. Peut-être c'est pour ça que je l'ai perdu, mais le cheminement, il est venu vraiment, c'est ce déclic-là, il est parti de là. Et j'étais aussi dans la période où je me cherchais en quête d'identité. Et puis je me disais, bon, si elle le fait, moi, je pourrais le faire aussi. Mais du coup, à la maison, vous parlez essentiellement en français? En fait, le comorien, on l'entend à la maison, il faut dire la vérité, le comorien, on l'entend. Mais quand on l'entend, ils parlent entre eux. En fait, nos parents, nos oncles, ils parlent entre eux le comorien. Donc nous, on est externe dans ces échanges-là. Et puis quand on parle avec nos parents, ils favorisent le français. Alors, par souci d'intégration, parce qu'eux, peut-être, ils voulaient s'intégrer, apprendre le français à leur retour. Mais oui, on entend le comorien. Donc j'ai cet avantage-là d'être né là-bas et d'avoir, on va dire, le comorien en termes de vocabulaire ou de phrasé d'un niveau de 3 ans, 4 ans. Et j'ai aussi cet avantage-là que je l'entendais, donc cette langue-là n'était pas étrangère. Même si je ne la pratiquais pas, elle n'était pas étrangère. Quand tu te rends compte qu'en fait, ta cousine qui est née en France, elle parle le comorien, et que tu te dis, ok, en fait, il faut que je m'y mette, tu es quand même adolescent.
c'est plus dur d'apprendre une langue quand on est adulte. Comment ça se passe? Comment tu fais pour apprendre cette langue? Alors moi, je suis on va dire très théorique. C'est-à-dire dans mon processus d'apprentissage, je n'ai pas pensé, ah oui, il faut que j'ai des cours, il faut que je parle avec mes parents, il faut que je dis non, non. Je suis allé sur Internet, sur Google, j'ai cherché, j'ai vu avec des dictionnaires, j'ai vu avec des grammaires, j'ai vu avec des sites. J'ai dit, mais en fait, il y a tout qui est déjà là. Donc j'ai regardé la théorie, j'ai commencé à pratiquer moi-même. Et puis j'ai envoyé ça de moi-même à la maison, etc., etc. Donc vraiment, c'est grâce aux ouvrages qui existaient déjà, à certains blogs, sites en shimaoré aussi qui existaient, qui a fait que j'ai appris à mieux parler et à pratiquer parce que j'avais la matière et je comprenais comment le parler. Donc j'avais la théorie et puis je l'ai pratiqué grâce à la théorie. Toi, tu es parti chercher les livres qui existent déjà. On peut citer le linguiste Chamanga. C'est ça, il y a lui qui avait fait les dictionnaires. Donc il y avait, on va dire, les prémices de la grammaire, mais ça ne suffisait pas. Mais c'est surtout, je suis allé dans un site maoré qui s'appelle Chimé. C'est l'association de Chimé. Et là-bas, il y a vraiment toute la grammaire. Et quand j'ai commencé à apprendre la grammaire du shimaoré, moi, je faisais l'analogie avec le Shingazidia. Je dis, ah oui, c'est comme ça. Donc, je réécrivais en Shingazidia les parties, parce que la grammaire, c'est quasiment la même. Et j'ai réécrivé la partie Shingazidia. Et je me suis, on va dire, j'ai commencé à apprendre la langue à partir du shimaoré. Mon Shingazidia, j'ai commencé à l'apprendre à partir du shimaoré. Et quand j'ai eu toute la partie grammaire, j'ai acquis la grammaire. Après, il ne manque plus qu'à pratiquer la langue et c'est fini. C'est hyper intéressant que tu as appris le Shingazidia en partant du shimaoré parce que pour moi, ce serait plus logique pour une personne qui cherche à apprendre le shinzwani de partir du shimaoré s'il n'y a que ça comme ressource parce que ça se ressemble plus que le Shingazidia. Et peut-être que le moélien peut se retrouver aussi dedans parce qu'il y a une partie qui se chevauche, même si j'ai l'impression que c'est un mélange avec le shimaoré et le Shingazidia. Mais le Shingazidia a l'air plus éloigné que ce qui se passe à l'Est. Nous, à l'Ouest, on est un peu perdu, j'ai l'impression. Et donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Du coup, tu t'es dit, en ayant trouvé la recette pour toi, que tu pouvais le proposer à d'autres ou comment est arrivé Aurel? Alors là, des fois, on dit que le hasard n'existe pas. Je pense aussi que le hasard n'existe pas. Dans cette phase-là, j'étais aussi, comme je dis, j'étais en formation en informatique, donc développement informatique, et il fallait que je fasse un stage. J'étais dans la période aussi de quête identitaire, qui je suis, c'est quoi les Comores, et même la petite anecdote, avant je ne savais pas que les Comores, c'était plusieurs îles à cet âge-là. Pardon? Mais c'est à cet âge, mais rigole pas. Adolescent. T'as vu quel âge? Mais adolescent. Tu fais des cours d'informatique et tout là. Je te dis, quand j'étais ado, je cherchais mon identité, qui je suis, c'est quoi les... Parce que qui je suis, c'est pas qui moi, c'est quoi les Comores en fait derrière. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait les Comores, c'est un archipel. C'est un archipel et il y a plusieurs îles, etc. Bon, bref. Et je devais faire un projet de stage. Je regardais, je devais aussi apprendre ma langue, mais je voulais apprendre ma langue parce que quête d'identité, ma cousine sait parler comorien, moi je ne sais pas. J'ai dit, allez, ok, je trouve rien sur les Comores en termes d'outils d'apprentissage surtout, parce que les ressources y sont. Donc il y a les liens pour acheter les livres, il y a les liens pour acheter les manuels, il y a les sites qui parlent de la langue, etc. Mais il n'y a pas l'outil, on va dire, le dictionnaire ou le site pour apprendre tout ça, etc. Donc je me dis, allez, on va faire le site comme projet de stage. Et j'ai fait le site, c'était 2009 ou 2010, un pseudo-site où il y avait le dictionnaire avec les différentes variétés linguistiques. On pouvait trouver des mots en shimaoré, shinzwani. Dessus, il y avait vraiment une pseudo-grammaire, parce que j'avais fait une grammaire, voilà. Et il y avait surtout ce que je mettais en avant, c'était le dictionnaire avec les différentes variétés. Donc quand on cherchait un mot, on voyait c'est un peu comme actuellement, on voit les différentes synonymes dans les différentes variétés linguistiques. Donc, je suis parti de là. Puis après, j'ai laissé faire sa vie, en fait. J'étais étudiant, en termes de projet ou en termes d'entrepreneuriat, je n'avais pas assez de bagages. Donc, on va dire, je l'ai laissé vivant en tant qu'étudiant. Donc, je corrigeais des bugs, j'ai rajouté certains mots. Mais voilà, c'était vraiment pas quelque chose, on va dire, de dynamique et d'évolutif. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui fait que ce projet étudiant devient une entreprise? Alors déjà, je l'ai laissé, on va dire, faire sa vie, mais je savais que j'allais le reprendre. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait juste en tant qu'étudiant, etc. Donc, j'avais déjà le projet qui était déjà bien ficelé. C'est juste là, en termes de consistance, on va dire, en tant qu'entreprise, etc. Je n'avais pas les bagages et puis je me dis, le temps viendra quand j'aurai le temps et quand je serai posé, on va dire, dans ma vie, je reprendrai tout ça dans les rênes. Prendre les rênes. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fini mes études, j'ai mon expérience, on va dire, professionnelle,
Je me suis dit, allez, c'est bon. C'était en 2017. J'ai constitué une équipe qui sont, on va dire, comment dire ça, qui aiment bien la culture de manière générale, parce qu'en fait, la difficulté qu'on a aussi dans cette activité-là, c'est trouver des personnes qui leur centre d'intérêt c'est le shikomori. Si tu les cherches, tu ne vas pas les trouver. Donc, il faut voir large. Pourtant, ils existent. Hein. Oui. Pourtant, il y en a. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas ceux qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, voilà, dans notre entourage, etc. Mais ils sont là, ils existent. Voilà. Donc, j'ai dit, allez, on va chercher large, on va chercher les personnes déjà qui sont intéressées par la culture et tout, etc. Et puis après, on a constitué l'équipe, je leur parlais du projet, et puis on a parlé entreprise, et puis voilà, on a commencé en 2017 l'entreprise ORLC. Alors d'abord, il y avait une phase auto-entreprise, puis après, on est passé à SAS. Ok, donc en 2017, vous devenez une entreprise. SASU, pardon. SASU, ok. Voilà, encore. En 2017, vous devenez une entreprise, donc une SASU. Ça y est, c'est officiel, c'est quelque chose de vrai, de réel, c'est plus un projet, c'est une entreprise. Ok. Là, ça y est, tu parles comorien. Ah oui. Voilà. Donc, tu as mis combien de temps pour apprendre le comorien et être à l'aise? Je pense que ça a été rapide. Parce que dans cette phase-là, où on va dire j'étais en quête identitaire, c'était en 2008, je suis allé directement en Comores. Donc avec mes bagages et tout, etc. Donc j'ai fait 2 mois en Comores. Et tu as consolidé ce que tu avais appris. Exactement. Donc j'avais les ouvrages, j'avais déjà commencé à faire le site. Je crois même qu'il était déjà en ligne en 2008. Et puis après, je suis allé aux Comores pratiquer tout ça. Donc je pense que ça a été rapide. Et à aucun moment tu te reposes sur ta famille qui est ici? Parce que tu disais qu'avec tes parents, c'était pas forcément le shikomori, la langue que vous communiquez, et que tu n'étais pas allé chercher leur aide quand tu as voulu apprendre le shikomori. Exactement. Mais quand tu commences à comprendre la logique et à prendre un peu plus de confiance en toi dans la langue, etc., tu continues à faire ça de ton côté. Tu te dis, je vais aller plutôt à la source pour consolider tout ça, c'est ça? Ouais, en fait, je suis allé à la source, c'était surtout pour voir mon père aussi. C'était pas par rapport à la langue, voilà. Mais par rapport au fait de ne pas regarder sa famille ou mes parents pour chercher le shikomori, c'était pour moi d'office que c'est pas avec eux que je vais l'apprendre, parce que depuis longtemps ils m'ont pas appris. C'est pas maintenant que je vais aller l'apprendre. Donc vraiment, je suis resté dans mes livres, dans mes théories. Et c'était dans la phase où je voulais aller aux Comores. Je suis allé aux Comores, je pense que je l'ai appris là-bas. Après, quand je suis revenu, je pense que c'est plutôt mes petits frères qui se sont basés sur moi pour parler le comorien. Parce que ça, de là, ils ont le même contexte que moi, c'est-à-dire c'est pas avec les parents qui vont le pratiquer. Mais quand ils ont vu que moi je le pratiquais et puis que le reste commence à pratiquer aussi, maintenant quand je regarde et pratique, je dis ah oui, comment ça se fait vous parlez comme ça et tout. J'ai vu ma cousine aussi, elle m'avait choqué. C'est une autre cousine, ma petite cousine, mais voilà, vraiment c'est ma petite cousine parce qu'elle a au moins 10 ans d'écart. Elle parle comorien, j'ai dit ah ouais. Et j'ai un peu d'une fierté parce que je sais que voilà. Oui, tu es pour quelque chose voilà, quand même. Voilà. Une impulsion. Ouais. Maintenant que vous parlez comorien, vous les enfants, est-ce que les parents se sont mis à vous parler comorien aussi, ou on reste dans cette sphère où votre langue c'est le français entre vous? Oui, maintenant en fait parce que maintenant c'est nous qu'on leur parle comorien. Oui, donc, voilà, en fait automatiquement si la première phrase elle arrive en comorien, vous répondez en comorien. Si elle arrive en français, ils vous répondent en français. Exactement. Avant on avait cette mécanisme où on leur parlait en français, où eux voulaient nous parler en français pour s'intégrer, et du coup on est resté dans le français. Maintenant qu'on maîtrise la langue, on leur parle comorien, et puis directement ça s'enchaîne en comorien. Dans un contexte où tes parents de base ne te l'ont pas transmis, c'est plus difficile pour toi d'apprendre la langue avec tes parents le jour où tu te dis j'ai envie d'apprendre, ou ça c'est aussi une méthode et chacun voit comment ça fonctionne pour lui? Je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas, mais il faut que dans le cas où on va dire on apprend le comorien à la maison, il faut que nos parents ou notre entourage, nos proches, soient compréhensifs et aussi soient acteurs de ton apprentissage. Parce que c'est pas évident en tant que parent, avec certaines habitudes, etc., de comprendre que l'enfant il veut parler comorien et que je dois l'aider, etc. Et eux, ils n'ont pas reçu cette méthode d'apprentissage, ils n'ont pas forcément des outils aussi pour les aider. Donc je pense que les deux cas existent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai mené mon cas. Je ne pense pas que ça soit on va dire, une vérité générale, mais il y a plusieurs cas, c'est assez complexe, je pense. Là, on est sur une phase où, ça y est, ORLC, c'est une entreprise. On a ce dictionnaire qui est en ligne, qui s'enrichit de plus en plus. Je sais que vous avez fait appel beaucoup à la communauté pour enrichir le dictionnaire et tout ça. Puis, on a commencé à avoir une application qui est née, des jeux, apprendre le comorien ludiquement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper ingénieux. Parle-nous de cette évolution. Comment vous est venue l'idée? Pourquoi vous avez voulu aller vers là? Ça fait partie aussi on va dire, des projets ou des sous-projets ORLC, c'est-à-dire que nous, derrière, on veut
valoriser la langue. Mais quand on parle de valoriser la langue, c'est de manière générale. Certains pourraient se poser la question comme toi, les applications sont venues comment? Ou l'apprentissage de la langue, c'est venu comment? Parce qu'au début, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça faisait partie des projets, donc faire des applications ludiques. L'apprentissage, c'est plus facile d'apprendre la langue à travers des jeux, de l'amusement, que de la théorie. Donc, on a commencé par faire des jeux sur la plateforme directement. Ensuite, on a fait des applications mobiles. Puis après, on a fait des collaborations avec des maisons d'édition pour faire des jeux de société, etc., des cartes, des mémories, etc. Puis après, c'est venu l'enseignement directement sur la plateforme. Donc, c'est vraiment, on essaie de faire cet écosystème-là où quand tu cherches comorien, tu vas dans un endroit, mais tu trouves tout. Donc, que ce soit sur le plan numérique ou physique. Donc, c'est ça, en fait, le projet ORLC, c'est de couvrir le maximum de choses, d'aspects sur la langue comorienne. Moi, ce que je trouve fou, c'est que tu as eu un problème et tu te dis, je vais me créer ma propre solution. En fait, c'est ça l'histoire, tu vois. Là, tu t'es dit, ok, d'accord, en fait, tu as regardé à droite, tu as regardé à gauche, tu as vu qu'il n'y avait pas de solution, qu'elle n'existait pas, en tout cas comme toi, tu aurais aimé avoir. Ouais. Et tu as créé ton propre outil pour toi d'abord. Tu te dis, ça marche pour moi, peut-être que ça va marcher pour d'autres, allons-y. Comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que tout est gratuit? Est-ce qu'il y a des choses qui sont payantes? Comment vous fonctionnez pour faire vivre l'entreprise? Alors, au niveau de la plateforme, on va dire beaucoup de choses qui sont gratuites. Peut-être 20%, c'est-à-dire si vous recherchez des mots, vous allez les trouver. Si vous allez regarder les premières leçons, la culture générale, ou on va dire se présenter, on peut les tester gratuitement. Mais à un moment donné, il faudra payer. Il y a des offres de 10, 15 euros, c'est des abonnements, voire 20 euros pour accès à tout. Donc, c'est mensuel, c'est ça? C'est ça, des abonnements mensuels. Et en fonction de l'offre qu'on prend, on a accès partiellement ou totalement à l'écosystème ORLC. Ok, donc aujourd'hui, moi, si je me décide d'apprendre le Shikomori, je parle le Shikomori, mais bon, si je me décide d'apprendre le Shinzoani, par exemple, parce que moi, je parle que le Shingazidia, je peux venir sur la plateforme et prendre un abonnement de 10 à 20 euros, c'est ça? Ou 25 euros? C'est ça. Voilà. Et ça me débloquera ce que j'ai besoin d'apprendre. Et il y a quoi comme genre de module? Qu'est-ce que je vais retrouver sur la plateforme quand je paye? Alors, on a déjà les memories. C'est pour acquérir du vocabulaire avec des images, du son. Et voilà, c'est des exercices de mémorisation par image et le son. Et ensuite, tu as le module apprendre à parler pour les débutants aussi, avec des leçons des sujets de conversation de tous les jours, se présenter, aller en ville, faire sa toilette, avec vraiment les sujets de conversation de tous les jours. Ensuite, il y a le module grammaire et orthographe. C'est pour le niveau, on va dire, intermédiaire. C'est pour les personnes qui veulent vraiment se perfectionner en shikomori. Ils comprennent déjà le shikomori, ils savent déjà le parler plus ou moins, mais ils veulent vraiment faire des phrases correctes ou bien des phrases soutenues. Donc, ils vont dans le module grammaire-orthographe et là, il y a toute la théorie de la grammaire-orthographe. Et après, il y a les cours en visio. Donc, c'est pour tout le monde qui soit débutant ou intermédiaire, qui veulent à un moment donné, de manière ponctuelle, avoir un enseignant. Mais ils font une réservation de cours et puis ils suivent les cours de manière en autonomie, de manière ponctuelle ou bien en stage. On a lancé les stages depuis l'année dernière, on a commencé les stages. On a le 14e groupe qui a commencé son stage cette semaine. C'est quoi un stage? Un stage, c'est un stage apprendre à parler qui dure 6 mois. Et on a le manuel qui va avec. Donc, c'est vraiment, tout le monde commence au même moment pour un certain objectif, c'est-à-dire savoir se présenter, parler de son environnement, c'est-à-dire des objets, où se trouvent les objets par rapport à un autre. Et c'est ça les objectifs du stage A1. Et puis à la fin, il y a la certification qui est au bout de 6 mois. Donc là, vous êtes passé d'un site internet de dictionnaire comorien, français, parce que du coup, c'est du français comorien, vous n'avez pas encore l'anglais ou autre langue en plus. Et aujourd'hui, vous proposez carrément des cours avec une certification au bout. C'est ça, exactement, oui. Bravo. Quand même, ça fait une dizaine d'années que le projet Ah oui, a vu 2017, on va dire, on a commencé l'entreprise. Le projet, depuis, on va dire, 2009, en tant qu'étudiant, moi, je le compte à partir de là. Ouais, donc oui, on est en 2025. Ça fait même 15 ans, en fait. Ça fait 15 ans, ça fait un bon bout de chemin. C'est pas mal. Ouais. Moi, c'est pas mal. Mais, ok, donc là, moi, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour atteindre ORLC. Je tape orlc.hack sur plateforme de recherche, je tombe sur le site et je peux accéder au dictionnaire gratuitement en cherchant des mots. Moi, je le fais souvent. Des fois, je suis là en mode, je ne suis pas sûre du mot.
je vais aller voir la définition. Donc, moi, je sais que ça marche bien. Aller fouiller un peu sur les trucs un peu gratuits, donc comme tu as dit, tout ce qui est culturel, etc., les premiers modules. Et sinon, il y a les options payantes qui me permettent d'accéder à la plateforme et l'application, je suppose. C'est ça, oui. Il y a l'application Luha pour l'apprentissage de la langue et puis il y a Do pour le dictionnaire. Donc, il y a 2 applications. Donc, en fait, Luha, c'est un peu le Duolingo comorien, quoi. C'est ça, oui. Ok, super. Bah, ça, c'est vraiment top. Alors, moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est que... et je trouve que tu le mets pas assez en avant, d'ailleurs, dans le storytelling. Hein. Là, je te gronde en tant que communicante. Mais Moi, je te dis un truc, je ne sais pas parler de moi. Je sais pas on parler de on a tous ce problème. moi. Voilà. Mais oui, le fait que tu as créé l'outil pour ton propre problème, qui est en fait, finalement, il y a une vraie demande. La question que je me pose, c'est quelle est la demande que tu as du coup? Les stages, c'est combien de personnes par stage? Là, tu es à combien d'élèves? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Est-ce que ce sont des gens qui viennent apprendre le Shingazidia, le Shimaore, le Shinzwan, le Shimwali? C'est comment? Oui, alors je vais te donner, on va dire, quelques chiffres parce que quand même, ça reste un peu, on va dire, Confidentiel? voilà, confidentiel. Mais non, il n'y a pas de secret entre nous, on est en famille là. Non, on parle de business, donc voilà. Non, en termes de chiffres, alors on a beaucoup de demandes de Shingazidia, des personnes qui veulent parler Shingazidia. Shimaore aussi, c'est les 2 langues, les 2 variétés linguistiques qui sont le plus demandées. Shinzwani, ça commence à venir. Shimwali, on en a eu un depuis qu'on a lancé les cours en visio en 2021. Il manque de demandes en Shimwali. Dans les proportions, on va dire, c'est 60-40. 60 pour le Shingazidia et 40 pour le Shimaore. Les demandes, les bénéficiaires, c'est souvent des personnes issues de couples mixtes ou d'enfants issus de couples mixtes. On a aussi la diaspora qui veulent, comme nous, se réapproprier leur langue, leur culture. Donc, on a aussi ça. On a aussi des professionnels qui vont à Mayotte ou sinon aux Comores. On a beaucoup de demandes comme ça qui veulent apprendre la langue parce qu'ils vont séjourner aux Comores ou bien ils travaillent aux Comores ou bien à Mayotte. Et les classes de stage, vous prenez combien de personnes maximum? 10 personnes, entre 6 et 10 personnes. Ouais, c'est bien, ça permet d'être à l'aise pour pouvoir faire les cours en visio. Est-ce que vous proposez, par exemple, des choses en présentiel? Oui, on les propose, on va dire, de manière ponctuelle lorsqu'on est associé avec des associations, des structures éducatives qui font par exemple des ateliers ou des journées culturelles et on se met en collaboration pour proposer des activités sur la langue. Donc voilà, en termes physiques, c'est seulement ça qu'on propose pour l'instant. Donc il n'y a pas de lieu ORLC, là pour l'instant c'est que du virtuel et après vous venez sur du ponctuel. Enfin, quand il y a des choses qui se passent au niveau de la communauté, si vous pouvez avoir un stand, si vous pouvez faire des ateliers, c'est toujours le bienvenu. Exactement, oui. Ok, et on est bien d'accord, Shingazidia, Shinzwan, Shimwali, Shimaore. Donc si vous avez envie et vous avez besoin de ce genre de choses, on peut vous appeler. Ah ben oui. Alors là, on parlait d'apprentissage de la langue, mais on a beaucoup de demandes de traduction. J'en ai pas parlé. Il y a beaucoup de secteurs, de domaines d'activité où les professionnels viennent demander de traduire des documents techniques, professionnels. Pendant la période du Covid, on a beaucoup de demandes de traduction des gestes techniques, gestes de barrière, de sécurité actuellement. Donc, par mois, on reçoit à peu près une dizaine de documents techniques professionnels à traduire. Donc, on a aussi le service traduction, quoi. Donc là, c'est des documents qui arrivent en français, vous les traduisez en comorien ou le contraire? Voilà, le plus, c'est ça, on va dire, dans les proportions, on va dire plutôt là, c'est 80%, c'est du français vers le comorien. Et aussi, les 20% en Shikomori vers le français, c'est plutôt dans le sens, dans les ouvrages. Ce n'est pas des documents techniques, c'est plutôt des ouvrages, on va dire, un peu plus littéraires. Ok, des auteurs qui veulent faire la passation. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de Oui. pouce de l'État comorien? Comment ça se passe votre relation avec l'État comorien par rapport à cet outil-là? Alors non, on n'a jamais eu de coup de pouce de l'État comorien. Après, je l'avoue, on n'a pas demandé de coup de pouce à l'État comorien. Alors peut-être c'est un défaut, peut-être on l'aurait eu si on aurait demandé un coup de pouce. Mais avec l'expérience et on va dire le vécu, on voit très bien, peut-être c'est un défaut que j'ai eu, mais on voit très bien, on fait les intérêts, par expérience, les intérêts qu'a la communauté, ou on va dire les politiciens, les intérêts qu'ils ont pour la langue. Et quand on voit les échecs ou le fait qu'on n'ait pas d'écho sur certains points sur la langue, on se dit mais ça ne sert à rien si avec ça on ne répond pas ou on nous regarde de haut. On ne parle pas de demander de l'aide. Donc on n'a pas fait d'aide, de demande de coup de pouce. On a essayé beaucoup de fois de collaborer ou de donner de l'intérêt sur la langue avec on va dire, les Comores, que ce soit dans les domaines, on va dire, privés comme publics, pour ne pas dire étatiques aussi.
et qui ont été voués à l'échec. Mais comme nous, on est dans l'entrepreneuriat, on a continué. Et puis au final, c'est un peu comme tu as dit, on voit des problèmes et puis on les résout nous-mêmes parce que finalement, derrière, il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas les échos qu'on... On est sur la même problématique toujours, c'est la défaillance de l'État. Et du coup, nous, on compense. C'est ça, oui. La société civile continue à compenser ces problématiques-là. En vrai, la question de la langue comorienne, c'est une question qui est là depuis de très, très nombreuses années. C'est une question sur laquelle Chamanga se bat, c'est un linguiste du Shikomori. C'est un combat d'Amir Ben Ali aussi, historien. Il y a eu un collectif qui s'est créé, qui a été monté pour défendre cette langue et qu'elle soit enseignée aux Comores dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des promesses. Il n'y a rien qui a été vraiment mis en place. Corrigez-nous s'il y a eu des avancées. Non, moi, je n'ai pas plus d'informations que toi. Mais oui, du coup, ça ne m'étonne même pas que vous n'avez pas eu de coup de pouce. Et c'est vraiment pour moi dommage parce que tu disais que tu étais en quête de ton identité et c'est là que tu t'es rapproché de la langue du Shikomori. Comment tu veux créer une identité sans savoir vraiment quelle est ta langue? La parler, c'est une chose. Quand tu es né aux Comores, tu grandis aux Comores, normalement, tu parles le Shikomori parce que c'est ta langue maternelle, etc. et tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les gens ne savent pas écrire le Shikomori. Ça va jusqu'à même la bagarre parfois sur Internet. Quand tu écris un truc en comorien, que tu mets un U au lieu de OU et que les gens se battent en se disant mais t'as écrit n'importe comment et tout, là tu te dis oula, il y a un problème là. Est-ce qu'on peut revenir aux bases s'il vous plaît? Et ça me permet de faire un bon pont sur comment on écrit le Shikomori, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment un vrai débat. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a un alphabet officiel depuis 2009 qui a été acté. Et avec des lettres latines et aussi des lettres arabes. Pour le côté arabe, j'ai pas de connaissances sur l'évolution de, on va dire, tout ce qui est apprentissage ou de ressources de l'écriture du Shikomori en langue arabe. J'ai pas eu de connaissances sur cette évolution-là. Mais sur le côté français, on va dire avec les lettres latines plutôt, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis. Il y a les livres de grammaire, on disait tout à l'heure, de Chamanga, Shinzoni, Shingazidia aussi. Il y a des dictionnaires aussi qui sont sortis. Alors c'est assez simple, c'est-à-dire... toutes les lettres se prononcent, il n'y a pas de, on va dire les voyelles, les combinaisons de voyelles qui donnent un nouveau son, ça n'existe pas en Shikomori. Par exemple, le A et U, ça ne fait pas un O. Le O, le I, ça ne fait pas un OA. Donc toutes ces combinaisons-là, quand on voit par exemple des suites de voyelles, ça se lit séparément. OI, ça va faire OI. AU, ça va faire AU, parce que le U se prononce OU. Et là aussi, la lettre U se prononce OU. Les deux S, ça ne sert à rien. Donc tu mets un seul S, ça se prononce SE. Si tu veux faire le son Z, tu utilises le Z. Ça ne sert à rien de mettre deux S pour faire un son Z. Il y a le Z qui est là. Le son K ou le son que, tu utilises la lettre K. Pas besoin de QU pour faire un son que, etc. Voilà, c'est assez simplifié. Donc, il ne faut pas croire. Peut-être, on pourrait penser que oui, c'est une langue difficile. En termes d'écriture aussi, c'est difficile. Mais non, au contraire, c'est très simplifié en termes d'orthographe. Donc, il faut juste se poser et revoir, on va dire, certaines logiques par rapport au français. Et puis avancer en prenant connaissance des règles d'orthographe. Et il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, des lettres qui n'existent pas en français. Oui, il y a les lettres croisées, le B et le D. Voilà, pour certains mots qu'on prononce. Par exemple, au lieu de dire, par exemple, si je dis bonzi ou ballon, c'est un B explosif. Donc, on expulse l'air quand on prononce le B. Et il y a un autre B, par exemple, quand je dis birika. Celui-là, il est implosif. On inspire l'air pour dire le B. Donc, on fait birika. On ne dit pas birika, on dit birika. Donc, il y a bondi, ballon en français, birika. Je n'ai pas d'équivalent en français pour vous dire avec un son B. Il y a aussi le D, pareil, le D explosif et le D implosif. D ou D. Voilà, il y a ces deux lettres-là. Comment tu dis Diagla? Dragila. Tu m'as embrouillé là en fait. Je ne sais pas si c'est Dragila ou Dagila. Non, c'est Dragila, je crois. Dragila. Ouais, c'est DR. DR, oui. DR, c'est D. Ouais, D. Comme dream en anglais. Je sais pas, ça a été un débat avec une amie qui n'arrivait pas à le dire. Et du coup, elle avait demandé comment on le disait et on lui avait suggéré de prendre la prononciation anglaise. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prononciations qui se calquent à l'anglais si on veut apprendre les prononciations parce que c'est aussi un débat sur comment on prononce les lettres en tant que francophone. Le chai, le kachafuta, Mais après, voilà, c'est... le jagla, tout ça là. C'est pas des sons, des sonorités qu'on a l'habitude quand on est francophone. On peut les retrouver dans d'autres langues pour comprendre un peu
quand on n'arrive pas à le comprendre en Shingazija, ou Shimwali, ou Shinzwani, ou Shimaore. Et souvent, j'ai l'impression qu'on peut se référer à l'anglais. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, beaucoup de prononciations, on peut se référer à l'anglais, aussi l'espagnol, voire d'autres langues latines comme l'italien. Par exemple, le tue, quand on écrit la lettre C, ça se prononce tue. En italien, pareil, cinque, je ne sais pas si oui, c'est de l'italien. Cinque, Versace, c'est un seul C qui fait tche. Ok, donc pour dire chai, c'est comme Versace. Voilà, Chai. voilà. Ok, là j'ai bien dit là. Chai. Ok, ça y est là, ça se débloque. Voilà. Et souvent, ça vient de là. C'est, pour apprendre le comorien, il ne faut pas rester sur le français. Parce qu'il y a des sonorités en langue française qui n'existent pas. À un moment donné, il faut aller dans l'italien, l'espagnol. Par exemple, pour rouler le R. Si tu restes sur le français, tu ne vas jamais réussir à rouler le R. À un moment donné, tu vas sur Google Translate, tu changes la langue, tu mets espagnol, italien ou anglais, tu tapes un mot, tu écoutes, tu appuies audio, tu écoutes, tu dis ah c'est bon. Et là, ça va te rappeler, ah oui, on peut le prononcer comme ça. Et donc, il faut aller dans les autres langues pour chercher les prononciations, on va dire, comoriennes qui ressemblent à beaucoup d'autres langues aussi. Ouais, parce que ça, c'est vraiment, on va dire, la corde sensible que les gens malveillants aiment tirer, c'est le fameux accent francophone de la diaspora quand ils parlent le shikomori. De toute façon, quand on ne parle pas shikomori, c'est un problème. Quand on parle le shikomori, on n'a pas le bon accent, c'est un problème. Et là, pendant ce ramadan, on a eu toute une histoire autour d'une katafuta. Justement. Comment elle se prononce, c'est ça? Exactement. Donc maintenant, on nous appelle les enfants katafuta. Voilà, c'est le nouveau délire. Pour se foutre de nous, dans ces enfants kachafuta, tu vois. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre comment on le prononçait. Je l'ai appris quand je suis allée aux Comores en 2016, après que ma petite nièce de 4 ans s'est foutue de ma gueule. C'est toujours les petits qui nous mettent des... Ça fait mal quand c'est des petits. Ça fait mal quand c'est des petits. Et en fait, elle m'a dit non, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Et elle me l'a dit plusieurs fois. Et en fait, c'est sa mère qui m'a expliqué au niveau de la langue. En fait, je m'étais jamais rendu compte comment je plaçais ma langue quand je disais certains mots. Et en fait, c'est ça. En fait, il y a des façons de placer notre langue, de mettre en forme notre bouche pour pouvoir dire des mots. Et en fait, on ne se rend pas compte. Donc, quand tu es comme moi et qu'il n'y a que le francophone qui fonctionne dans ta tête, là, c'est difficile de switcher, de trouver vraiment, de comprendre comment on le prononce. Et les gens pensent qu'on le fait exprès. C'est ça qui est fou. Oui, non, en fait, c'est la mémoire auditive. C'est à un moment donné, notre cerveau, quand il a enregistré une certaine gamme de sons, ça, il les a enregistrés. Il ne va pas s'amuser tous les jours à écouter les mêmes sons. Donc, à un moment donné, quand tu vas entendre un son qui ressemble à un autre, ton cerveau derrière, il va le comparer à un autre qui est dans sa base de données pour parler informatique, qui est dans sa mémoire. Et au final, tu vas prononcer tche au lieu de prononcer tre, par exemple. Tu vas prononcer v au lieu de prononcer v, parce que dans ta mémoire auditive, le v, le tre, le dre, c'est des sons qui ne sont pas enregistrés. Donc, à un moment donné, il faut forcer son cerveau à rééduquer, à enregistrer des nouveaux sons. Et pour ça, il faut aller dans la langue étrangère ou bien se poser et écouter attentivement. Mais on ne fait pas exprès, ça ne fait pas partie de notre vocable, on va dire. Merci de nous rassurer un peu sur ça et de nous déculpabiliser. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent apprendre le shikomori aujourd'hui? Parce que pour moi, il y a différentes phases. Comme toi, tu es né aux Comores, il y avait quand même dans ton cerveau une empreinte, etc. Et tout, donc toi, tu l'as plutôt ravivé, cette empreinte, etc. Il y a ceux qui, leur langue à la maison, c'est vraiment le français et rien d'autre. Donc, en fait, tu ne côtoies pas le shikomori hors des Comores, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment encore plus loin. Parce que là, il n'y a rien dans le disque dur. Tu vois. Et il y a ceux qui comprennent très bien le shikomori, mais qui ont un très gros blocage pour le parler parce qu'il y a une moquerie à un moment donné, ou ils n'aiment pas leur accent, ou eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Et je suppose que c'est des cas que vous voyez dans ORLC, etc. Quel genre de conseil tu peux donner à ces catégories de personnes pour pouvoir débloquer ça sans forcément venir à ORLC, même si on sait que c'est le meilleur choix? Non, je ne vais pas dire que c'est le meilleur choix. Mais par rapport à ces différents... Je ne sais pas s'il y a des réponses pour toutes les catégories, mais il faut se donner les moyens. Si tu veux apprendre une langue, on se donne les moyens. Si par exemple je veux apprendre l'anglais, qu'est-ce qu'on fait? On achète des livres, on achète apprendre l'anglais facile, on télécharge Duolingo, on se donne les moyens, on recherche et on apprend. Donc déjà, quels sont tes moyens pour apprendre ta langue? Et donc là actuellement, on a toutes les ressources, sans parler, on va dire sur le plan numérique, parce qu'on est dans l'ère du numérique, il faut des solutions adaptées par rapport à l'ère actuelle. Mais déjà, même à l'époque, on avait déjà aussi les moyens, on avait des ouvrages, etc. Et d'autant plus maintenant, on a aussi les applications. Donc, on se donne les moyens, on va télécharger les ouvrages pour ceux qui sont un peu plus dans la mobilité, dans tout ce qui est application.
on va acheter les livres d'apprentissage. Il y a beaucoup d'ouvrages que c'est même pas ORLC pour mes premiers pas en Shikomori, donc les personnes vraiment débutantes, à apprendre les mots, le vocabulaire, les phrases simples. Donc on a des sites aussi. Donc vraiment, on se donne les moyens et on va chercher. Après, dans le cas de figure où on est, nous, pour parler d'ORLC, on trouve plusieurs cas, effectivement. On a les personnes qui ont un entourage qui ne parle pas comorien. Donc nous, ce qu'on leur conseille, c'est venir faire des cours en visio avec nous, 1 fois, 2 fois par semaine. Ils viennent, ils pratiquent beaucoup. On a des leçons basées sur les dialogues, des conversations. Donc ils viennent et au bout de 6 mois, 7 mois, ils arrivent à se présenter, ils arrivent à décrire leur environnement. Donc voilà, des solutions comme ça. Si vous ne pouvez pas le pratiquer à la maison, vous ne savez pas des proches avec qui vous pouvez pratiquer la langue, parce que la théorie c'est bien, mais à un moment donné, il faut la pratiquer. Et il y a ORLC qui le fait, et je pense qu'il y aura d'autres plateformes ou d'autres services, d'autres entreprises qui vont le faire plus tard. Mais ça existe, donc vous pouvez pratiquer la langue si vous ne l'avez pas à domicile. Et puis si vous avez cette chance-là d'avoir des personnes proches qui parlent, mais que vous ne parlez pas, une fois que vous avez acquis la théorie ou certaines théories, n'hésitez pas à pratiquer avec eux, même si eux n'ont pas de base, l'habitude. Mais vous aurez à un moment donné ce bagage-là, et automatiquement vous allez le faire. Mais voilà, il faut se donner les moyens d'aller apprendre la théorie, puis après arriver à domicile et la pratiquer, que ce soit à domicile ou ou là-bas localement, ou bien en cours en ligne avec les autres collègues de stage. Avec les professeurs qui sont de toutes les îles? Toutes les îles, alors. On a 2, 3, 4 d'Anjouan, 5, 6 de Grande Comore, 1 de Moélie, c'est la même proportion en fait, 1 de Mayotte. Ils se situent où ces professeurs, vu qu'ils sont en ligne, je suppose qu'ils ne sont pas forcément en France? Oui. Ou, voilà, quoi. Ah oui, on a au Maroc, on a un enseignant au Maroc, un au Sénégal, on a un enseignant en Guadeloupe, excuse-moi si c'est Guadeloupe, Martinique, à chaque fois je confonds. Aux Antilles françaises, voilà. D'accord. Aux Antilles françaises. On a 6 enseignants aux Comores qui enseignent aux Comores. Alors ne me dites pas où se situe. Est-ce que c'est en juin voilà. Sur l'archipel. Voilà, dans l'archipel, qui enseignent le Shinzoni, le Shingazidia, etc. Voilà, à peu près. On a un enseignant à Mayotte aussi. Voilà, donc. Ok, donc c'est un enseignement international. C'est ça, oui. On essaie justement de favoriser. C'est depuis l'année dernière, la rentrée 2024-2025, une fois que l'enseignement est devenu effectif en termes de cours en distance, on a dupliqué tout ça pour on va dire, les Comores, etc. Donc là, on est allé recruter en février aux Comores, et ils ont commencé, on les a formés, et ils ont commencé même pas ce mois-ci, quoi. Et c'est quoi les critères pour être un prof de Shikomori chez vous, alors que c'est pas quelque chose qui est enseigné, en tout cas aux Comores? Je pense qu'il y a un institut en France qui l'enseigne à Paris, l'INALCO. Oui, l'INALCO, oui. Mais aux Comores, t'as pas à Iféré, ils apprennent pas à être prof de Shikomori, quoi. Ouais. Alors nous, les critères pour enseigner aux Comores, c'est déjà avoir fait de l'enseignement, quelle que soit la filière, que ce soit français, histoire, fait de l'enseignement, avec un certain on va dire, expérience. Avoir déjà la pédagogie de l'enseignement. Exactement, de l'enseignement. Okay. Et nous, le côté, on va dire, Shikomori, sinon on lui donne en formation. Mais bien sûr, si toi, tu as déjà un bagage dans l'enseignement et en plus, tu es intéressé dans la langue, c'est-à-dire, il y en a beaucoup, on sait qu'on a une enseignante, c'est une slameuse. Il y en a d'autres qui sont passionnés par la littérature, l'écriture en comorien. Donc c'est un avantage déjà. On sait que cette personne-là, elle n'est pas étrangère à l'orthographe comorienne, etc. Donc elle est sensible à ça, à la langue comorienne. Donc c'est un plus. Si tu sais le shikomori, ou tu le connais, tu l'as côtoyé, ou tu le côtoies dans ton activité, on va dire, de passionné, c'est un plus. Mais bien sûr, on a connaissance qu'aux Comores, trouver des enseignants qui enseignent le shikomori, si on veut les chercher, on va les chercher pendant longtemps. Ok, donc en fait, vous avez déjà une formation pour former vos profs. Et ce que vous cherchez, c'est des gens qui sont déjà pédagogues, donc qui ont déjà une base de pédagogie, et puis après, vous leur donnez ce qu'il faut pour pouvoir faire les cours. C'est ça. Et bien sûr, c'est des cours de apprendre à parler niveau A1. Ils ne vont pas enseigner la grammaire ni l'orthographe. On va leur former, bien sûr, la grammaire et l'orthographe. Mais dans l'enseignement, ils vont enseigner, on va dire, apprendre à parler. Ok. Vous ne délivrez que des certificats pour niveau A1 ou il y a d'autres niveaux? A1 et A2 pour l'instant. Et du coup, c'est certifié par qui, par quoi, comment? Est-ce que
Il y a quelque chose de très légal dans tout ça ou bien c'est sûr, une certification ORLC tout simplement? D'abord, c'est une certification ORLC, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, si on n'a pas les personnes qui font écho, on ne va pas attendre qu'ils nous valident des certifications, etc. Donc déjà, de base, c'est des certifications ORLC. Et puis, on l'espère qu'il sera agréé par l'État. Mais actuellement, c'est ORLC, le CNDRS, qui ont apposé, on va dire, par collaboration, la certification. Donc, sont délivrés par le CNDRS. Le CNDRS, c'est le laboratoire linguistique des Comores. Donc, on travaille avec eux. Quand on fait des concours de dictée aux Comores, ils nous accompagnent. On est partenaire avec eux. Donc, par rapport à la certification, c'est déjà ORLC, en partenariat avec des maisons d'édition comme 4 étoiles édition. On a Comédit de Chamanga, le linguiste. On a le laboratoire du CNDRS des Comores. Donc, voilà, des structures, on va dire, éducatives, associatives ou professionnelles qui nous accompagnent dans ces certifications-là, qui, on va dire, apposent. Puis, on espère que ça va être agréé par l'État prochainement, je l'espère, ou bien... Oui, c'est nous-mêmes, on donne les certifications. C'est déjà très, très bien. Et j'ai une dernière question, juste vraiment par curiosité. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent déjà le shikomori, qui ont grandi aux Comores, etc., qui viennent prendre des cours juste pour apprendre à écrire ou lire le shikomori en lettres latines ou pas? Non, pas encore. Ah. Pas encore, mais il y a une demande qu'on va très vite combler. Ah, il y a quand même une demande. Oui, il y a une demande. Oui. Ok, trop bien. Est-ce qu'on peut espérer à ORLC de devenir une académie? Ça te fait beaucoup rire, hein? Oui, ça me fait rire parce que souvent on nous le dit même prenez les rênes, on en a marre. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est facile d'apprendre le comorien? Oui, c'est facile. Il y a tous les outils qu'il faut. Et puis, si on veut comparer au français, parce qu'on aime bien le français, il n'y a pas plus facile que le shikomori. Il n'y a pas plus difficile que le français. Hein. Franchement, tous les gens qui apprennent le français le disent, c'est un calvaire. Voilà. C'est illogique le français. Les A, U, E, A, U, voilà quoi. Non, mais c'est clair. Merci de nous avoir donné de ton temps et on se dit à bientôt. Merci à toi. Waheri. Merci d'avoir écouté Comorien, Comorienne. Ce podcast a été réalisé, enregistré et monté par Mouezi Fatoumia, porté par le média Comorien, Comorienne et produit par Mila, un espace culturel et social à Marseille dédié au partage et à la valorisation de la culture comorienne, tout en favorisant le dialogue et le vivre ensemble. La musique est de Sungwi et Bwanariziki Rohoyanko. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à un ou une amie, à nous laisser un avis ou à nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très vite pour une nouvelle conversation et en attendant, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être un Comorien parfait pour être un Comorien tout court. La la nono, kwaheri.